BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos. Pour vous, chaque vendredi à 15h. Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver en direct, rediffusion le vendredi soir à 21h30 et bien sûr disponible sur notre chaîne YouTube BFM Crypto tout au long du week-end. Nos NFT du vendredi sont là, nos talents non fongibles, rien qu'à nous. Ils vont refaire la semaine d'actualité crypto. Claire Balva nous accompagne. Elle nous rejoint, elle est experte crypto, Web3, elle représente Desblocs ici. Merci beaucoup Claire d'être aussi fidèle au rendez-vous chaque vendredi. Merci Guillaume. Thibaut Boutreau aussi nous accompagne aujourd'hui et on le salue, il nous rejoint, directeur des opérations de Meria, il en est le COO. Thibaut Boutreau est en train de s'installer. Welcome Thibaut. Bienvenue également. Dans un instant, on parcourra l'ensemble des grandes actualités crypto de la semaine, le sommaire à venir. Mais d'abord, tiens, notre trader pour mesurer le potentiel technique sur le Bitcoin, sur l'Ether. Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant sur les cryptos. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vincent, bonne année à vous, cher Guillaume. Bonne année, meilleure. Alors, je ne vous ai pas répondu, un peu débordé, je vous l'avoue, mais aucune excuse. Très bonne année à vous aussi, Vincent, et merci pour votre message, et merci pour votre fidélité aussi pour cette nouvelle année 2024 à nos côtés dans les pros des cryptos. Avec plaisir. Vincent, plaisir partagé. Il semble cette semaine que le cours du Bitcoin a retrouvé sa corrélation habituelle avec les actifs risqués en bourse, Vincent. Oui, alors c'est bon, vous en avez déjà beaucoup parlé sur votre antenne, mais pour les auditeurs qui débarqueraient, c'est la fin du feuilleton de plusieurs mois autour de la validation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Alors le cours du Bitcoin, lui, est en train d'une phase de consolidation de manière assez immédiate au lendemain, dès la session boursière du jeudi 11 janvier, dès la grosse session d'expiration d'options Bitcoin du vendredi 12 janvier, appliquant au passage l'adage boursier les célèbres acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Alors avec la fin de cette longue, très longue, peut-être trop longue parenthèse de la prévalidation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, effectivement, le marché crypto a retrouvé sa synchronisation habituelle avec les marchés financiers, c'est-à-dire sa synchronisation habituelle avec les différentes classes d'actifs, le marché action, le marché du crédit obligataire et le marché d'échange. Alors, exprimant sa corrélation positive avec les actions, mais surtout, et ça on l'a constaté à nouveau cette semaine, sa corrélation négative ou inversée avec les taux obligataires du marché et le dollar américain. Et d'ailleurs, cette semaine, la séquence de baisse de 44 000 $, un peu plus de 40 000 $, c'est simplement l'expression, c'est cette corrélation inversée avec les taux obligataires. Alors maintenant, pour les prochaines semaines, les prochains mois, la tendance de fond de Bitcoin, ce sera toujours pareil, un mix d'influence entre ces éléments de la finance traditionnelle, que je n'ai fait que passer en revue de très très haut, et les éléments propres à l'écosystème, sachant que maintenant, il va falloir attendre le printemps prochain, mars-avril, avec le prochain halving quadriennal, pour retrouver quelque chose, avec une vraie source d'influence propre au marché crypto pour Bitcoin. Ouais. À court terme, quel est le potentiel technique pour vous, Vincent, sur le Bitcoin ? Écoutez, alors j'en vois beaucoup qui s'inquiètent de ce que fait le cours du Bitcoin là, depuis une semaine. Il y a absolument, alors déjà, il n'y a rien de surprenant, consolidé, passer de 48 000 à 41 000 $ lorsqu'on a fait 160% sur une année, que peuvent venir d'ailleurs, c'est pas très surprenant. Et il n'y a surtout strictement rien d'inquiétant. Lorsqu'on regarde ça d'un point de vue technique, on prend du recul depuis le point bas de l'automne 2022. Ce que fait Bitcoin là, c'est ce qu'il fait depuis l'automne 2022. C'est une construction technique. Et il y a une alternance entre ces impulsions, ces phases de transition latérale. Et moi, mon opinion, c'est que ce qu'a commencé à faire Bitcoin depuis mi-janvier, c'est ce qu'il a fait au printemps et l'été dernier. Une longue phase de transition latérale qu'à mon avis, je vois bien durer plusieurs semaines, entre 36 000 et 44 000 $. Et une dernière chose, pour les auditeurs, n'oubliez une chose, que plus on passe du temps comme ça à faire des phases latérales, à faire des phases de consolidation, plus haut ira le marché une fois cette pause s'est terminée. Donc finalement, moi j'appellerais ça une pause technique salutaire et très saine pour envisager de revoir les 70 000 $ d'ici le prochain Noël. Le Bitcoin cet après-midi, ce vendredi après-midi, sous les 42 000. L'Ether de son côté à 2 492 $. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant. Alors de quoi va-t-on parler cette semaine dans les pros des cryptos ? D'abord du dollar numérique parce que Donald Trump n'en veut pas. Il l'a dit lors d'un meeting de campagne dans le New Hampshire. Détail dans un instant. On parlera aussi bien sûr à nouveau 9 jours après leur validation des ETF Bitcoin. Tout premier bilan après donc 9 jours de vie pour ces premiers ETF Bitcoin. On demandera à nos pros ce qu'ils en pensent. On regardera les flux dans ces ETF et les impacts encore à venir. Et puis les stablecoins, une alerte cette semaine qui nous rappelle de mauvais souvenirs. Une alerte sur le TUSD. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé. Le DPEG, la perte d'arrimage au dollar. On en parlera également. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. Votre machine à refaire l'actualité de la semaine s'enclenche. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros. Claire Balva et Thibaut Boutroux nous accompagnent cette semaine. Vous êtes en forme? Ça va? En forme, parfait. On est parti. C'est parti. On parlera des ETF Bitcoin dans un instant. Mais d'abord, quand même, l'actualité la plus récente. Donald Trump fait campagne là, dans le New Hampshire avec la primaire républicaine qui aura lieu lundi dans le New Hampshire. Et il a promis de ne jamais permettre à la Fed de créer une monnaie numérique de banque centrale. Autrement dit, un dollar numérique, pour lui, c'est non. C'est non. Pas question. Est-ce que ce serait dommage pour le Bitcoin dans la mesure où tout le monde nous explique que s'il y a des devises numériques de banque centrale, le Bitcoin servira de refuge en l'occurrence? Est-ce que si Donald Trump devient président et qu'il dit non à un dollar numérique, le Bitcoin pourrait en pâtir? Claire? Alors déjà, ça impliquerait que Donald Trump soit président, donc chacun jugera de si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais pour Bitcoin, je trouve que ça serait quand même paradoxal de dire on ne veut pas des monnaies numériques de banque centrale, mais finalement, si elles sont là, c'est quand même une bonne nouvelle pour Bitcoin. Je ne suis pas sûre. En fait, ce serait plutôt une mauvaise nouvelle du point de vue des valeurs que véhicule Bitcoin et que promeuvent la plupart des Bitcoiners, qui sont des valeurs qui visent à conserver une forme de vie privée sur Internet et à se méfier des autorités centralisatrices comme les banques centrales qui émettraient les MNBC. Donc, je comprends l'argument qui consisterait à dire oui, mais tant pis, ça fera quand même bénéficier le Bitcoin d'une hausse de son prix parce que les gens chercheront quand même à se réfugier là-dedans. Mais je ne suis pas sûre parce que si les États sortent des MNBC qui sont fonctionnels et qui marchent et que les citoyens y ont recours, ça sera quand même une mauvaise nouvelle en général. Alors peut-être que Bitcoin fera office de contre-pouvoir, mais on ne peut pas souhaiter le cataclysme juste pour que Bitcoin en profite. Lui, il en fait un argument de campagne. Ce soir, a-t-il dit, cette semaine, Donald Trump, ce soir, je fais une promesse à l'Amérique pour protéger les Américains de la tyrannie du gouvernement, notre gouvernement fédéral, l'empêcher d'obtenir le contrôle absolu de votre argent. Je fais cette promesse d'empêcher la création d'un dollar numérique, ne pas l'autoriser parce qu'il pourrait prendre votre argent et vous ne le sauriez même pas. Ce serait une menace dangereuse pour la liberté. Je l'empêcherai, cette menace, d'arriver en Amérique. Voilà. La campagne est lancée aux États-Unis. On est en plein dedans. On va voir comment l'écosystème crypto y réagit, bien évidemment, et on suivra ça jour après jour aussi sur BFM Business, un point quotidien, bien sûr, sur notre antenne, et notamment à l'ouverture de Wall Street à 15h30 chaque après-midi. En tout cas, ça fait maintenant 9 jours que les ETF Bitcoin Spot ont été maintenant approuvés. 9 jours de vie pour ces premiers ETF Bitcoin. Quels premiers enseignements peut-on en tirer déjà en termes d'apport de flux pour le marché crypto, Thibaut? Ouais, donc c'est ça. Donc maintenant 9 jours, un petit peu de recul, on peut commencer à tirer des premiers bilans. Il y a deux sons de cloche en fait qui se dégagent. Il y a un premier son de cloche qui est plutôt ce que Vincent a décrit dans la première partie, qui est plutôt côté investisseur, côté retail, où il y a un espèce de sentiment déceptif parce que on a tellement vendu les ETF qu'on s'attendait à ce que ça nous emmène très très haut avec Bitcoin et on se rend compte que l'impact sur le cours finalement n'a pas été si significatif. Donc il y a un premier sentiment déceptif qu'on peut ressentir, qui est certainement dû à cette longue période de pré-approbation finalement. Donc on est vraiment rentré dans cette phase de ce qu'on dit sell the news. Donc les gens ont plutôt vendu à l'arrivée de l'approbation. Et on a un deuxième son de cloche qui est totalement différent, qui est plutôt très satisfaisant. Les ETF ont été à la hauteur de l'événement, puisque quand on regarde les volumes de collecte, les volumes de trading, c'est plutôt très bon, et les gestionnaires d'actifs s'en félicitent d'ailleurs. Alors j'ai plus le détail des chiffres, mais en tout cas on a atteint des chiffres qui étaient largement dans les attentes qui étaient espérées. On a d'ailleurs 3 ETF qui sont passés dans le top 10 des ETF, je crois. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Après maintenant il va falloir voir si ça se confirme. Il y a un ETF Bitcoin qui est même passé devant les ETF argent. Enfin voilà. Ouais, c'est ça exactement. Voilà. Après voilà, on est 9 jours après l'approbation, ça reste encore très très récent. Il va falloir voir si la dynamique elle arrive à s'installer dans le temps, et c'est plutôt des services qu'on a vocation à juger sur du moyen long terme, donc il faut encore être prudent sur les conclusions qu'on veut tirer, mais en tout cas le début est réussi. Vous disiez, les sociétés, les actifs, les actions crypto directement cotées en bourse, elles ont souffert, c'est vrai, depuis la validation des ETF. On pense à Coinbase qui a perdu beaucoup de terrain depuis, et même depuis le début de l'année. On est à moins 25% depuis le 1er janvier sur Coinbase. On est à moins 25% aussi sur MicroStrategy. Et vous nous disiez, oui, c'est normal, le marché avait acheté la rumeur de ces futurs ETF. Maintenant que la rumeur s'est confirmée, on a vendu la nouvelle. C'est la seule explication, ou est-ce qu'on peut se dire clair que ces actions cotées directement en bourse souffrent du fait que les ETF Bitcoin viennent les concurrencer? Si je veux investir en crypto, autant faire l'ETF, c'est presque plus simple. Complètement. Alors c'est d'autant plus étonnant pour Coinbase, qui a quand même été choisi pour être le custodian de la plupart des ETF. Donc on aurait pu se dire Coinbase sort grand gagnant, donc ses actions vont monter. En réalité, Wall Street n'achète pas complètement cette narrative et se dit aussi que ces ETF vont cannibaliser
le reste de l'offre de Coinbase, c'est que même si Coinbase peut facturer des frais parce qu'ils sont custodians de ces ETF-là, ça viendra leur prendre une part du marché sur leurs autres offres. Et donc, ça ne sera pas si bénéfique que ça pour Coinbase. Et encore pire pour MicroStrategy, qui était en fait l'ETF Bitcoin avant l'heure. Les gens achetaient des parts de MicroStrategy parce que ça leur permettait de s'exposer au Bitcoin sans acheter du Bitcoin. Bon, maintenant qu'il y a de vrais ETF pour s'exposer au Bitcoin, ça a un peu moins d'intérêt d'avoir des parts de MicroStrategy. Donc là aussi, on comprend que même si c'est une entreprise qui s'était fait connaître sur le sujet du Bitcoin, ces ETF ne leur sont pas très profitables. Alors on parlait depuis des mois et des mois de la bataille d'attractivité entre l'Europe et les États-Unis, l'Europe qui avait pris un coup d'avance. Est-ce qu'avec le feu vert quand même donné aux ETF Bitcoin, les États-Unis rattrapent une partie de leur retard sur l'Europe en matière d'attractivité pour l'écosystème crypto? Thibaut. Ouais, alors déjà, pour moi, il faut nuancer la partie retard, parce que si on fait un panorama aujourd'hui de l'industrie crypto, qu'on regarde les gros players du marché, il y en a quand même beaucoup qui sont américains et j'ai pas forcément l'impression que les États-Unis accusent un énorme retard. Et les VC sont aussi présents. Il y a des compétences sur le territoire, il y a des compétences des entreprises, des talents qui viennent dans les sociétés américaines. Donc le retard est pas si dramatique. Attention, nous Européens, pas nous mettre le doigt dans l'œil là-dessus. C'est ça. Ils ont perdu une partie de leur avance en fait, plus qu'ils n'ont pris. C'est ça. En fait, la grosse différence, c'est que on a un système qui les retarde ou qui met un flou juridique à certains niveaux qui fait que certains acteurs n'arrivent pas à se développer à la vitesse où ils voudraient se développer, ou alors qui sont même complètement à l'arrêt uniquement parce qu'il y a des décisions qui sont, c'est même pas des décisions qui sont prises contre eux, c'est des décisions qui sont même parfois pas prises. On a d'ailleurs plusieurs sociétés qui sont en procès contre la SEC notamment pour avoir des clarifications pour le développement. Là où l'Europe a un petit peu d'avance, c'est qu'effectivement elle a un cadre qui parfois est plus clair et donc les sociétés savent où sont les limites et où elles peuvent aller. Mais ça n'empêche qu'on a quand même une culture de l'innovation et du risque qui est un peu plus développée aux États-Unis, donc il faut remettre ça quand même en parallèle. Et effectivement, le signal de l'approbation de l'ETF, ça montre aux sociétés de dire attendez, ne regardez pas forcément ailleurs. À la fin, la justice quand même peut triompher et donc ça vaut le coup de continuer à vous développer ici. C'est pas la peine de regarder de l'autre côté. Ils restent quand même un peu en avance sur l'Europe en termes d'attractivité, les Américains, même s'ils ont perdu une partie de cette avance. Vous les mettriez quand même encore devant nous, Claire? Ça dépend pourquoi, pour qui, pour quel type d'entreprise. Aujourd'hui, les très grosses entreprises crypto, elles vont plutôt chercher la stabilité réglementaire. Donc c'est vrai que l'Europe là-dessus a beaucoup gagné en attractivité. Néanmoins, par exemple en termes d'investissement, les États-Unis restent loin devant. Si on cherche des fonds, on ne se tourne pas vers l'Europe, on se tourne vers les États-Unis. Donc ça dépend pourquoi. Pour s'établir juridiquement peut-être, mais d'un point de vue marché business, ils sont encore en avance. Voici venu le moment de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs y participer, répondre à cette question qu'on vous a posée ce matin sur notre fil XBFM Crypto. Et cette question, on la relaye chaque après-midi dans les pros des cryptos en direct à nos experts. Thibaut, Claire, êtes-vous prêts? Je suis prêt. Vous êtes sûr d'être prêts? Vous l'aurez voulu. Voici la question crypto qui claque cette semaine. Les ETF Bitcoin Spot sont donc validés aux États-Unis et maintenant, quel sera le prochain continent à valider des ETF Bitcoin Spot? Qui sera le prochain à oser valider des ETF Bitcoin Spot? Est-ce que ce sera d'abord l'Asie ou d'abord l'Europe? Cette question, vous la posez ce matin. Claire, Thibaut, pour vous, ce sera d'abord l'Asie ou d'abord l'Europe? Claire? L'Asie. Pour vous, plutôt l'Asie. Thibaut? Plutôt l'Asie. Vous aussi chez vous. Vous aussi, vous avez sans doute un avis sur la question. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux BFM Crypto et à commenter, nous dire votre point de vue. Quel sera le prochain continent à valider les ETF Bitcoin Spot? Pour l'un et l'autre, c'est l'Asie. Pourquoi cette unanimité sur l'Asie? Thibaut, pourquoi l'Asie plutôt que l'Europe? Je pense que c'est Hong Kong qui fait dire ça, où il y a plusieurs signaux qui démontrent que Hong Kong est le prochain sur la liste. Il y a une volonté de leur part et ils ont tout le tissu nécessaire pour le faire. Donc je pense que le prochain, ce sera dans cette direction. Claire? Oui, complètement d'accord. Les rumeurs courent sur le fait qu'Hong Kong devrait valider un ETF. On a des propos assez positifs des régulateurs là-bas. Et puis, la vérité, c'est qu'en Europe, c'est même pas tant une question réglementaire, c'est aussi une question de marché. À quoi ça sert de faire beaucoup d'ETF en Europe si le marché n'est pas prêt à les intégrer dans les différents produits financiers? Alors vous tous, vous avez voté effectivement aussi en faveur de l'Asie. Vous êtes une majorité à penser que
l'Asie validera des ETF Bitcoin Spot avant l'Europe et l'Asie arrive assez nettement en tête dans cette question qu'on vous pose sur nos réseaux. Continuez bien sûr et on en reparlera tout au long de l'après-midi de vos réponses et on rebondira sur vos arguments. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Depuis la validation de ces ETF Bitcoin Spot, tout le monde s'amuse à établir des prévisions sur l'impact pour le cours du Bitcoin, l'impact de ces ETF. Et on voit beaucoup cette comparaison avec l'or quand les premiers ETF sont apparus sur l'or. Est-ce qu'il est vraiment pertinent et raisonnable de comparer l'impact qu'auront ces ETF pour le Bitcoin à l'impact qu'ils ont eu pour l'or, Claire ? Ça traduit une forme d'espoir sur ce que les ETF généreront pour le cours du Bitcoin, puisqu'on sait qu'au début des années 2000, l'arrivée de certains ETF sur l'or a permis de faire largement augmenter le cours et d'apporter des liquidités sur ces marchés-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent qu'on verra les mêmes conséquences sur Bitcoin. Mais c'est pas dit du tout. Alors on sait aussi qu'il y a cette métaphore filée un peu sur Bitcoin, ce parallèle avec l'or. On parle de mineurs, par exemple. On explique que le Bitcoin est en quantité finie, tout comme l'or sur Terre est en quantité finie. Donc c'est vrai que c'est une analogie qui est là depuis longtemps dans l'écosystème Bitcoin. Maintenant, je pense que ce qu'on voit là, c'est plus de l'ordre de la prémonition et de ce qu'on espère voir arriver en termes de prix. Qu'autre chose. Un peu comme lire dans les entrailles ou interpréter les astres, les positions. Oui. Alors d'ailleurs, on voit que beaucoup de gens qui sont anti-crypto et anti-Bitcoin se défendent de cette comparaison. On se souvient du dernier texte de Gary Gensler qui disait que ça n'a rien à voir, l'or et les métaux précieux ont des applications industrielles. Alors en réalité, moi j'ai regardé un peu les applications de l'or. Ce qu'on voit surtout, c'est que l'or est utilisé à 50% pour de la bijouterie et que les applications industrielles sont bien derrière les applications de l'or dans la finance, c'est-à-dire les lingots, les achats pour les ETF, etc. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. On a quand même une bonne nouvelle. Vous vouliez nous l'apporter aujourd'hui, cette bonne nouvelle. Il semble que l'écosystème crypto français soit en train, Claire, de se réveiller. En tout cas, on a vu 2 belles levées de fonds cette semaine. Puisqu'on a vu Kiln, donc dans le stacking, qui a levé 17 millions de dollars, et Flowdesk, dans le market making, qui a levé 50 millions de dollars. Donc c'est vrai qu'après autant de mois, voire d'années un peu difficiles, avec assez peu d'annonces de levée de fonds, voire plusieurs levées significatives, parce que là, on est sur des levées au-dessus de 10 millions de dollars arrivées dans l'écosystème français, ça fait une respiration, parce qu'on a l'impression qu'enfin, les fonds d'investissement se réintéressent au sujet, et qu'on commence à avoir des acteurs de taille significative en France. Ça ne veut pas dire qu'on a encore des champions, des PSAN français de taille critique, mais on commence à avoir des acteurs qui pèsent sur ces marchés et c'est vrai que ça fait plaisir. Les pros des cryptos, une semaine d'actu crypto condensée en 25 minutes. Votre machine a condensé le temps chaque vendredi à la radio, à la télé et nos réseaux. On va parler un peu de stablecoin à présent parce qu'on le disait tout à l'heure dans le sommaire, le stablecoin TUSD a rappelé, Thibaut, de bien mauvais souvenirs à l'écosystème, à l'industrie cette semaine, puisque le TUSD a perdu son PEG, il a perdu sa parité avec le dollar. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors situation bien différente. Donc le TUSD, c'est un stablecoin qui est assez connu parce que derrière, il y a notamment Justin Sun qui est une des personnalités les plus clivantes de l'industrie, les plus sulfureuses aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ça date pas d'il y a quelques jours, ça fait quelques semaines que le TUSD est dans une situation un petit peu délicate. D'abord, il y a eu sur Poloniex le cours qui a commencé à dévisser, à perdre sa parité avec le dollar. On n'avait pas d'arbitrage possible puisque les fonds pouvaient ni rentrer ni sortir de la plateforme. Et puis il y a eu un catalyseur qui est le moment où il y a des preuves de réserve qui auraient dû être fournies, qui ont tardé à venir. Quand elles sont arrivées, il y a eu quelques bugs au niveau des API, donc certains chiffres qui s'affichaient pas comme ils devaient ou alors qui s'affichaient pas du tout. Et on sait à quel point aujourd'hui l'écosystème est intransigeant sur ce genre de choses. Et justement, les événements passés font que dès qu'il y a tout de suite des petites suspicions sur les preuves de réserve, tout de suite il y a un mouvement de panique et d'inquiétude. Et donc tout ça n'a pas servi le token. Et en parallèle de ça, pour rajouter en fait à l'accumulation. Donc ce token il circule aujourd'hui principalement sur Binance et on constate que il est de moins en moins utilisé, mais surtout de moins en moins utile sur la plateforme parce que c'est pas le stablecoin sur lequel on a les meilleurs frais de trading, c'est pas non plus le stablecoin sur lequel on va avoir. Avant, il était beaucoup utilisé pour des solutions avec de l'incentive, notamment les launch pools ou autres, et dans les derniers, il n'a pas été intégré. Donc tout ça mis bout à bout fait que les détenteurs de TUSD ont plutôt tendance à s'en séparer qu'à en acheter. Donc ça a créé un décalage et aujourd'hui le livre et l'order book est creusé et donc ce qu'on sait c'est que pour retrouver le PEG, à moins d'un afflux de liquidités massif, ça va prendre un petit peu de temps. Le TUSD, donc que tout le monde a suivi effectivement ces derniers jours, ces dernières semaines, et puis une autre news ces derniers jours sur les stablecoins. Oh là, ça fuit non ?
J'ai cherché, moi. Ah non, on me dit que ça ruisselle. C'est un auditeur qui nous parle de ruissellement. Il s'appelle Matt. Il nous a écrit sur le réseau X. À propos d'un autre stablecoin, donc l'USDC va-t-il ruisseler, nous demande Matt. Sera-t-il plus interopérable l'USDC entre les blockchains maintenant que Chainlink intègre l'USDC dans son protocole? Ça ruisselle, Claire. Ça va ruisseler pour l'USDC ou pas? En fait, c'est une annonce de Chainlink, donc c'est plutôt Chainlink qui est content d'avoir fait cette intégration. Chainlink, c'est le leader dans le milieu des blockchains de ce qu'on appelle les oracles, et donc qui sont des systèmes qui vont permettre d'injecter dans la blockchain, dans ces fameux smart contracts, contrats intelligents, des informations du monde extérieur pour automatiser des transactions. Donc là, ce qui se passe, je résume parce que c'est évidemment une intégration un peu technique qui fait très plaisir à des développeurs, mais qui n'est pas évidente à comprendre pour le commun des mortels. L'USDC, qui est un stablecoin dollar initialement sur Ethereum, est déjà présent sur un certain nombre de blockchains, puisque Circle, la société qui émet l'USDC, avait mis en place un protocole qui permettait de l'émettre sur différentes blockchains. Ce qui se passe maintenant, c'est que Chainlink intègre ce protocole et donc va permettre d'automatiser des transactions et des passages d'une blockchain à l'autre. Donc, grosso modo, tout ça va être plus interopérable. Plus fluide. Voilà, on va pouvoir fluidifier et automatiser des transactions et des passages d'une blockchain à l'autre. Donc, ça va permettre d'interopérabiliser, si on peut le dire comme ça, beaucoup de protocoles dans le monde des cryptos. Oui. Plutôt une bonne nouvelle. Vous avez bien aimé le petit bruitage de nos réalisateurs, Fabien Leroux? Je me suis fait avoir, vous l'avez très bien joué, j'ai cherché, ça venait d'où? On découvre des nouveaux bruitages à chaque émission, c'est fantastique. C'est l'émission pyrotechnique, vous savez, les pros des cryptos. Attention au prochain feu d'artifice d'ailleurs. On innove aussi. Oui, bien sûr, on innove aussi effectivement dans les pros. Tiens, on a parlé des ETF Bitcoin tout à l'heure. On doit parler aussi des ETF Ether. Un, c'est pour quand, si vous avez la réponse? Et deux, si c'est pas pour tout de suite, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller d'autre pour Ethereum? Thibaut. Alors oui, effectivement, maintenant qu'on a eu l'approbation sur les ETF spot Bitcoin, tous les regards sont tournés vers les ETF spot Ether. Alors quand ça arrivera, j'ai pas la réponse. Par contre, on a une différence et c'est ça qui a fait parler notamment cette semaine. C'est est-ce que la SEC va pouvoir entraver le processus parce que potentiellement la SEC aimerait requalifier Ether comme un security et à ce moment-là, ça implique un certain nombre de choses. Alors pour l'instant, les arguments de la SEC sont relativement bancales. Il y a d'ailleurs des procès avec certaines sociétés de l'écosystème qui sont en cours, qui attendent des clarifications à ce niveau-là. La justice a demandé à la SEC d'enrichir justement leurs arguments en ce sens. Il y a quand même des raisons d'être optimiste parce que justement la justice aujourd'hui a un regard un petit peu plus pointilleux sur les positions de la SEC. D'ailleurs, la SEC a reconnu par certains membres que des fois ils allaient un petit peu trop loin, notamment par rapport à l'écosystème crypto. Et les analystes s'accordent à dire que globalement, il y a quand même des chances que ça arrive. Après, je pense qu'on va se retrouver à nouveau dans le scénario où la SEC va jouer la montre, va justement pas trop se positionner pour faire durer la chose. Pourquoi? Et ça risque de prendre un petit peu de temps. Juste pour embêter les gens, Parce qu'ils ont une position qui est plutôt hostile au sujet aujourd'hui. Donc ils sont hostiles, mais ils seront pour. Mais comme ils sont hostiles, ils veulent retarder le moment où ils n'auront pas le choix en fait à un moment donné. Donc c'est pas qu'ils seront pour. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Bitcoin quand ça a été approuvé. Il y a eu une décision de justice qui fait qu'ils avaient. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais ils ont quand même fait un communiqué. Gary Gensler a fait un communiqué pour dire il fallait quand même pas y aller, alors qu'il sortait de ses fonctions. D'ailleurs, il y a Alexandre qui en a parlé sur ce plateau il y a 2 jours où il a fait un plaidoyer qui est malheureusement dramatiquement exact, qui montre que la SEC sur ce sujet notamment a tendance à aller un petit peu plus loin que ce qu'il aurait accordé en termes de droit et au final, même si derrière on a l'effet escompté, on perd du temps, quoi. Oui, ce plaidoyer, on peut le retrouver d'ailleurs, c'était aux côtés d'Amaury Tonquédec dans BFM Crypto, le club, du lundi au jeudi, chaque jour à 15h. Effectivement, il a été très très persuasif. Effectivement, Alexandre Sachenko, vous pouvez retrouver bien sûr sur nos réseaux, effectivement, ce plaidoyer sur la SEC. Toutes ces actualités, donc chaque jour sur notre antenne. Et puis, ce qui nous a aussi alerté cette semaine, Claire, parce qu'on lit un peu la presse américaine, c'est qu'on a vu des articles sur MetaMask qui pourrait secouer Ethereum. Rien que ça. De quoi s'agit-il ? Oui, alors c'est peut-être un peu exagéré de dire que MetaMask va secouer Ethereum. MetaMask, c'est le portefeuille le plus utilisé sur Ethereum, le portefeuille self-custodial, donc qui vous permet de détenir vous-même vos clés crypto, vos fonds. Ce qui se passe en ce moment avec MetaMask, en tout cas les rumeurs qui courent, c'est qu'ils sont en train d'apporter un certain nombre d'améliorations ou d'évolutions techniques
à leurs produits pour s'orienter vers ce qu'on appelle une architecture basée sur l'intention. Alors là aussi, c'est assez technique, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise la technique, le code, probablement aussi de l'intelligence artificielle, pour permettre à l'utilisateur, non pas d'expliquer comment il faut faire les choses quand il veut faire des transactions sur MetaMask, mais de simplement dire le résultat qu'il veut, l'objectif. Et derrière, ce sont des programmes qui vont gérer ça pour lui. Donc, par exemple, l'utilisateur va pouvoir dire « je veux échanger tel jeton contre tel autre jeton ». Et puis, si ce sont des jetons sur lesquels il y a peu de liquidité sur cette paire, eh bien, le protocole, le programme qui est derrière va décider tout seul des opérations à effectuer pour aller faire cet échange de jetons. Donc, on automatise un certain nombre d'opérations et surtout, on rend ça beaucoup plus facile pour l'utilisateur, ce qui est important dans le monde de la crypto parce que ces outils sont quand même assez difficiles à utiliser. Il y avait beaucoup d'attentes de ce type d'outils, notamment par des traders parce que ça permet d'améliorer un certain nombre de fonctionnalités et notamment de les faire on-chain et pas seulement sur des plateformes d'échange centralisées. Merci beaucoup à tous les deux, nos pros des cryptos. Claire Balva pour Débloc nous accompagner, nos NFT. Thibaut Boutroux également. Merci Thibaut, merci Claire. Thibaut Boutroux, lui, pour Meria. Bon week-end. Week-end. Les pros des cryptos, chaque vendredi, 15h, à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Merci beaucoup, bon week-end à tous les deux. Merci. Bye bye. BFM Business, BFM Crypto, les pros.